La pluie tombait fine, silencieuse, caressant les pierres froides du cimetière. Une femme, maigre, vêtue d'un manteau usé, s'agenouilla devant une tombe fraîche. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle arrangeait un petit bouquet de fleurs fanées. « Bonjour, Élodie » murmura-t-elle d'une voix brisée. « J'ai trouvé ces fleurs près du marché, je sais qu'elles ne sont pas fraîches, mais c'est tout ce que j'ai pu me permettre. » Son souffle formait de petites nuées dans l'air glacial. Elle caressa doucement la pierre où le nom des « Élodie Dufresne » était gravé en lettres dorées. « Tu me manques tant. » Un silence pesant s'étira, interrompu seulement par le bruit lointain d'un moteur. Une voiture noire, élégante, s'arrêta devant le portail du cimetière. Les pneus crissèrent sur le gravier. La femme leva les yeux, surprise. Un homme en sortit, grand, vêtu d'un costume sombre, le visage fermé. Il tenait un parapluie noir, mais la pluie ne semblait même pas oser le toucher. Il marcha droit vers la tombe. « Excusez-moi, dit-il d'une voix grave, froide mais polie. Pourquoi déposez-vous des fleurs ici ?» La femme se redressa lentement. Ses genoux craquèrent. Elle se sentit minuscule devant lui. « C'est la tombe d'une amie, » répondit-elle timidement. L'homme la fixa un long moment. Son regard était lourd, presque accusateur. « Cette tombe, dit-il enfin, appartient à ma femme. » Le cœur de la femme se serra. Elle recula d'un pas. « Je suis désolée, monsieur. Je ne savais pas. Je viens parfois ici, juste pour parler. » Elle m'écoutait, avant, quand elle était encore en vie. L'homme fronça les sourcils. Il observa les fleurs fanées, les mains ridées de la femme, son manteau trempé. Quelque chose dans sa détresse sembla le troubler. « Vous connaissiez Élodie comment » demanda-t-il d'une voix plus douce. « Elle venait au refuge, » répondit la femme. « Je m'appelle Mireille. Elle me parlait souvent, m'apportait du pain, des vêtements. Elle disait toujours que la vie ne devait pas être honteuse, même quand on n'a rien. » Un souffle de vent fit frémir les arbres. L'homme baissa les yeux. « Oui, c'était bien elle, » murmura-t-il. Toujours à aider les autres, même quand elle souffrait. Il posa une main sur la pierre. Ses doigts tremblaient, malgré sa maîtrise apparente. « Vous étiez proche d'elle, alors » demanda Mireille, hésitante. Il sourit tristement. « Plus que quiconque. J'étais son mari. » Elle sentit une brûlure dans la poitrine. L'homme, ce géant au regard d'acier, n'était donc pas un simple visiteur. C'était le mari de celle qu'elle avait tant admirée. « Elle vous aimait » dit Mireille doucement. « Elle me parlait souvent de vous. » Le regard de l'homme s'assombrit. « Vraiment ? Et que disait-elle ? Qu'elle voulait que vous soyez fiers d'elle. Qu'elle espérait que votre monde et le sien puissent un jour se rejoindre. » Il détourna les yeux. « Mon monde » répéta-t-il avec amertume. « Le monde des chiffres, des contrats, des visages sans âme. Elle était la lumière. Et moi, j'étais l'ombre qui l'a éteinte. » Mireille voulut répondre, mais un éclair illumina le ciel. La pluie s'intensifia. Elle tira son manteau plus près d'elle. « Vous ne l'avez pas éteinte » dit-elle d'une voix ferme. « Elle brille encore. Ici, dans chaque personne qu'elle a touchée. » L'homme la regarda, surpris. Ses yeux gris se remplirent d'une lueur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Vous parlez comme elle » murmura-t-il. Mireille sourit faiblement. « Peut-être parce qu'elle m'a appris à parler avec le cœur. » Un long silence s'installa. Les deux restaient là, sous la pluie, unis par une douleur commune. Puis, soudain, l'homme sortit un portefeuille de sa poche. Il y prit une photo. Élodie, souriante, tenant une jeune fille par la main. « Vous reconnaissez cet enfant » demanda-t-il. Mireille cligna des yeux. Son visage se figea. « C'est ma fille. » Un choc parcourut l'air, invisible mais violent. Le tonnerre gronda au loin. « Votre fille » répéta-t-il, stupéfait. « Mais, comment ?» Élodie m'avait aidé à la sauver, murmura Mireille. Quand mon mari m'a abandonnée, je n'avais plus rien. Elle m'a offert un abri. Elle disait qu'un jour, elle me présenterait quelqu'un qui pourrait m'aider à trouver du travail. L'homme resta immobile, le regard perdu. C'était moi, souffla-t-il. C'est moi qu'elle voulait vous présenter. Mireille sentit ses jambes se dérober. Elle posa une main sur la tombe, comme pour s'ancrer. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Il ferma les yeux. Parce qu'elle est morte avant d'en avoir eu le temps. La pluie s'arrêta soudain, comme suspendue dans l'air. Les feuilles ruisselantes brillaient sous une lumière pâle. Mireille sentit son cœur battre plus fort. Alors, dit-elle d'une voix tremblante, vous pensez que c'est un hasard, que je sois ici, aujourd'hui? L'homme leva lentement la tête vers elle. Non, répondit-il. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être sa façon à elle de nous réunir. Il fit un pas vers Mireille. Son regard était plus doux maintenant, presque protecteur. Dites-moi, demanda-t-il, où vivez-vous? Elle hésita. Sous le vieux pont de la rue des Fleurs. Avec ma fille. Il hocha la tête, comme s'il venait de prendre une décision irrévocable. Pas pour longtemps. Que voulez-vous dire?
Il la regarda droit dans les yeux. Venez avec moi. Ce soir. Mireille resta figée, la bouche entr'ouverte. Mais pourquoi? Parce que, dit-il lentement, en posant une main sur la tombe, ma femme m'a toujours dit que je devais apprendre à voir la valeur d'une âme avant la richesse d'un monde. Il se détourna, marcha quelques pas, puis s'arrêta. Et je crois que c'est aujourd'hui que je commence. Le vent se leva à nouveau, emportant les dernières gouttes de pluie. Mireille regarda la silhouette du CIO s'éloigner dans le brouillard, la main tremblante sur le bouquet qu'elle avait déposé. Son cœur battait fort. Trop fort. Car quelque chose, dans ce qu'il venait de dire, lui faisait pressentir que sa vie allait changer pour toujours. Et peut-être, pensa-t-elle en levant les yeux vers le ciel gris, qu'Élodie n'avait jamais vraiment quitté ce monde. La voiture noire démarra lentement. Mais à travers la vitre, l'homme jeta un dernier regard vers Mireille. Un regard qui n'était plus celui d'un étranger. Et dans ce regard, brillait une promesse silencieuse. Une promesse que le lendemain, rien ne serait plus pareil. Mais il ignorait encore ce qu'il allait découvrir en cherchant à tenir cette promesse. Parce que parfois, murmura la voix d'Élodie dans le vent, les fleurs sur une tombe ne sont que le début d'une histoire. Et dans le silence du cimetière, quelque chose bougea derrière la pierre. Quelque chose que ni Mireille, ni le CIO n'étaient prêts à affronter. Le lendemain, le ciel de Paris s'était couvert d'un voile gris, épais, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Mireille serrait contre elle le vieux sac où elle gardait les quelques affaires de sa fille. Ses doigts tremblaient. Elle n'avait pas dormi. Toute la nuit, elle avait repensé à cet homme, cet inconnu au regard de fer qui avait parlé avec tant de douceur à la fin. Elle se demandait si c'était un rêve. Mais non. Car à l'aube, une voiture noire l'attendait au bord du pont de la rue des Fleurs. Le chauffeur, un homme en costume, lui avait simplement dit « Monsieur Dufresne vous attend ». Elle avait hésité. Puis elle avait pris la main de sa fille, Léa, et elles étaient montées. À présent, la voiture traversait les quartiers riches, là où les vitrines brillaient et où les passants portaient des visages sans fin. Mireille se sentait étrangère dans ce monde. Léa, les yeux écarquillés, collait son visage contre la vitre. « Maman, c'est là qu'habitait Madame Élodie ?» Mireille hocha doucement la tête. « Oui, ma chérie. C'est là. » Lorsque les grilles du manoir Dufresne s'ouvrirent, elle sentit son cœur se serrer. La maison semblait sortie d'un autre monde, pierre claire, allée bordée de roses, silence feutré. L'homme les attendait sur le perron. Toujours vêtu de noir. Mais cette fois, son visage semblait moins dur. « Vous êtes venu, dit-il simplement. « Je ne voulais pas vous déranger, répondit Mireille. « Vous ne me dérangez pas. Entrez. » À l'intérieur, le hall brillait de marbre et de verre. Un parfum léger flottait dans l'air, celui qu'Élodie portait autrefois, pensa-t-il. Ce parfum de jasmin et de pluie. Léa courait d'une pièce à l'autre, émerveillée. « C'est magnifique, maman. » Mireille la rattrapa doucement. « Ne touche à rien, Léa, c'est pas chez nous. »« Et si ça le devenait ?» demanda la voix du CIO derrière elle. Mireille se retourna, bouleversée. « Monsieur Dufresne, je ne veux pas de votre pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il calmement. « C'est de la dette. Une dette envers ma femme et envers ce qu'elle voulait que je sois. » Elle le fixa, incertaine. « Que voulez-vous dire ?» Elle parlait souvent d'une femme courageuse, d'une mère seule, vivant sous un pont mais gardant sa dignité. Elle disait que cette femme lui rappelait ce qu'elle-même aurait pu devenir si la vie avait tourné autrement. Mireille sentit les larmes monter. « Elle m'a sauvée, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais je n'ai jamais pu la remercier. »« Alors laissez-moi le faire à sa place, » répondit-il. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. À l'intérieur, un contrat, un jeu de clés et une lettre écrite de la main d'Élodie. Mireille la reconnut immédiatement. Son souffle se coupa. Elle ouvrit la lettre. Les mots semblaient venir d'un autre temps. « Si tu lis ceci, Mireille, c'est que je n'ai pas pu te revoir. Mais sache que tu as été ma dernière amie sincère. J'ai parlé de toi à Gabriel. J'ai voulu qu'il t'aide, non par charité, mais parce que ton courage pourrait lui rappeler ce que signifie aimer vraiment. Ne refuse pas ce qu'il t'offrira. Fais-le pour ta fille. Fais-le pour la vie que nous avons toutes les deux rêvée. » Mireille releva les yeux, bouleversée. Gabriel Dufresne la regardait en silence. « Je ne savais pas qu'elle avait écrit ça, » dit-il doucement. Mireille secoua la tête. Elle croyait encore en vous. Même à la fin. Un silence tomba entre eux. Seul le tic-tac d'une horloge rythmait leur respiration. « Venez, dit-il enfin. J'ai quelque chose à vous montrer. » Il la guida jusqu'à une porte du fond, qu'il ouvrit lentement. Derrière se trouvait un atelier. Des toiles, des esquisses, des pinceaux, et sur chaque tableau, le même visage, celui d'Élodie. Mireille s'approcha, fascinée. « Elle peignait ?»« Non, » répondit Gabriel. « C'est moi. Après sa mort, c'est tout ce que j'ai su faire, peindre son absence. » Sur l'une des toiles, pourtant,
Mireille reconnut une autre silhouette. Une femme assise sous un pont, tenant la main d'une petite fille. Elle se retourna brusquement vers lui. « C'est moi ?» Gabriel hocha la tête. Elle m'avait montré une photo. Elle m'avait dit « Un jour, tu comprendras pourquoi cette femme est importante. » Un frisson parcourut Mireille. Elle sentit que quelque chose d'invisible liait leur vie depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensaient. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Léa poussa un cri. « Maman! Regarde !» Sur le mur du fond, une toile encore couverte d'un drap blanc vibrait légèrement, comme si un courant d'air l'avait effleurée. Gabriel fronça les sourcils. « C'est impossible, la fenêtre est fermée. » Mireille s'approcha. Lentement, elle souleva le drap. Une peinture inachevée apparut. Élodie, tenant deux mains celle de Gabriel et celle de Mireille. Mais ce n'était pas ça qui glaça leur sang. Sous la peinture, un message était gravé directement dans le bois du cadre. « Quand vous serez enfin réunis, cherchez la vérité là où j'ai caché mon dernier secret. » Gabriel recula, blême. Elle n'a jamais gravé ça. Cette toile, je ne l'ai jamais vue avant. Mireille sentit son cœur s'emballer. Alors qu'il a fait, un silence étrange tomba sur l'atelier. Puis, doucement, une odeur familière de jasmin flotta dans l'air. Léa serra la main de sa mère. « Maman, regarde. » Sur la surface encore humide de la peinture, une larme d'eau semblait couler toute seule, traçant une ligne argentée sur le visage d'Élodie. Gabriel fit un pas en arrière. Sa voix trembla. « Mon Dieu !» Et soudain, la lampe au plafond clignota. Une lumière vacilla. Puis, dans le reflet du verre du tableau, quelque chose bougea. Quelque chose qui ressemblait à une silhouette derrière eux. Une silhouette de femme. Élodie. Mireille se figea. Le pinceau que Gabriel tenait encore glissa de sa main et tomba sur le sol de marbre avec un bruit sec. Léa s'accrocha à la jambe de sa mère, tremblante. « Maman, y a quelqu'un derrière nous. » Gabriel se retourna lentement. L'air sembla devenir plus froid, plus dense. La lumière de la lampe vacillait, projetant sur le mur une ombre de femme, fine, immobile. Mais il n'y avait personne. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Mireille fit un pas en avant, le cœur battant. « Élodie ? C'est toi ?» Le parfum de jasmin s'intensifia, presque suffocant. Les flammes des bougies posées sur la table se mirent à trembler. Puis, dans un souffle à peine audible, une voix sembla traverser la pièce. « Ne partez pas !» Léa cria. Gabriel la saisit instinctivement dans ses bras. Mireille, elle, restait figée devant la toile. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je savais que tu étais là, » chuchota-t-elle. Gabriel, blême, posa Léa à terre et s'approcha de Mireille. « Qu'est-ce que vous voyez ?»« Pas ce que je vois, » murmura-t-elle. « Ce que je ressens. » Elle posa une main sur la toile. Aussitôt, la lumière s'éteignit. Un noir absolu les engloutit. Un souffle glacial traversa la pièce, comme si une fenêtre invisible venait de s'ouvrir sur l'autre monde. Et alors, une lueur pâle s'éleva de la toile. Une lueur qui prit la forme d'un visage. Élodie. Son regard était doux, mais son expression portait une douleur muette. Gabriel, dit la voix, lointaine, brisée. Il tomba à genoux. Élodie ? Mon Dieu, est-ce vraiment toi ? Tu as trouvé Mireille, murmura-t-elle. Tu as tenu ta promesse, mais tu ignores encore tout. Tout de quoi ? Cria-t-il presque. Le visage d'Élodie se tourna vers Mireille. Dis-lui. Lui dire quoi ? Demanda Mireille, perdue. Ce que je t'ai confié, avant de partir. Mireille secoua la tête. Je ne comprends pas. Élodie ferma les yeux, comme si la peine l'épuisait. Le soir avant ma mort, tu m'as promis de garder un secret. Le secret que Gabriel n'a jamais su. Gabriel se redressa, le regard fou. Quel secret ? Le silence retomba. La lumière vacilla à nouveau, prête à s'éteindre. Mireille, tremblante, murmura. Je croyais que c'était une simple promesse, je n'ai jamais voulu. Dis-le, Mireille. Supplia Gabriel. Les mots sortirent d'elle comme un cri étouffé. Léa n'est pas seulement ma fille. Gabriel la fixa, incapable de comprendre. Quoi ? Elle est aussi la fille d'Élodie. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Même la flamme des bougies sembla s'arrêter de bouger. Qu'est-ce que vous dites ? Souffla Gabriel. Élodie me l'a confié, dit Mireille d'une voix brisée. Elle était malade, elle savait qu'elle allait mourir. Elle m'a demandé de la protéger, de ne jamais révéler son vrai père. Mais, je suis son père, cria Gabriel. Mireille ferma les yeux. Non. Ce n'est pas toi. Gabriel recula d'un pas, comme frappé de plein fouet. Non, non. Élodie, dans la lumière pâle, semblait pleurer. Gabriel, je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai aimé un autre homme avant toi. J'ai cru pouvoir t'en parler, mais je n'ai pas eu le courage. Quand j'ai su que j'allais partir, j'ai voulu que Mireille élève l'enfant comme le sien,
loin de ton monde, loin des mensonges. Gabriel chancela. Sa respiration devint saccadée. Tu m'as menti? Toute notre vie? Je t'ai aimé, Gabriel, plus que tout, mais je n'ai jamais su t'aimer sans peur. Mireille, les larmes aux yeux, tomba à genoux. Elle m'a fait jurer de ne jamais te dire la vérité. Mais maintenant, elle veut que tu saches. Le silence s'étira. Léa, confuse, regardait les adultes, ses petits doigts agrippant le manteau de Mireille. Maman, je comprends pas. Mireille prit sa main, la serra fort. Tout va bien, ma chérie. Gabriel, lui, se tenait debout, immobile, le regard perdu dans la lumière tremblante du spectre. Alors tout ce que j'ai construit, cette maison, cette fortune, tout ça ne voulait rien dire? Non, répondit Élodie, sa voix devenant plus faible. Ce que tu vas construire maintenant, c'est ce qui compte. La lumière commença à se dissiper. Attends, cria Mireille. Qu'est-ce que tu voulais dire par le dernier secret? Où devons-nous chercher? Un murmure, à peine audible, s'échappa des lèvres d'Élodie. Sous la rose blanche. Et puis, plus rien. La toile retomba dans l'obscurité. Les lampes se rallumèrent brusquement, éblouissantes. Gabriel et Mireille restèrent là, pantelants, respirant fort. Sous la rose blanche? Répéta Gabriel, haletant. Mireille regarda autour d'elle. Elle avait un jardin, non? Oui, son préféré. Derrière la maison. Ils sortirent précipitamment dans la nuit. Le vent s'était levé, emportant les feuilles mortes. Au fond du jardin, une seule rose blanche fleurissait, isolée, malgré la saison froide. Gabriel s'agenouilla et écarta la terre humide. Ses mains tremblaient. Puis, soudain, il heurta quelque chose. Un coffret en fer, couvert de boue et de rouille. Il le tira lentement hors du sol. Mireille s'approcha, le souffle court. Gabriel brisa le cadenas d'un coup sec. À l'intérieur, une enveloppe, et un petit pendentif d'argent en forme de cœur. Il ouvrit l'enveloppe. Une seule phrase, écrite de la main d'Élodie. La vérité ne détruit pas ceux qui s'aiment, elle les libère. Gabriel resta silencieux. Puis, lentement, il prit le pendentif, l'ouvrit. Dedans, une minuscule photo. Élodie, Mireille, et un homme que ni l'un ni l'autre ne reconnurent. Sous la photo, une inscription gravée. Pour que Gabriel sache un jour qui je suis vraiment. Gabriel pâlit. Ce visage? Vous le connaissez? Demanda Mireille. Il hocha la tête, bouleversé. Oui, c'est mon frère. Le vent hurla dans le jardin, soulevant la terre humide autour d'eux. Gabriel fixait la photo tremblante dans sa main. Son frère. Son propre frère. L'homme qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Non, non, ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Votre frère? Répéta Mireille, incrédule. Oui, Adrien Dufresne. Il a disparu après une dispute, à cause d'Élodie. Il recula, l'air perdu, comme si les murs de la réalité s'effondraient autour de lui. Il m'a trahi. Il a voulu me voler ma femme. Et maintenant, je découvre qu'il l'a eu, vraiment. Mireille serra Léa contre elle. La fillette tremblait, ne comprenant qu'à moitié les mots, mais ressentant tout. Monsieur Dufresne, souffla Mireille, cette haine, elle ne vous mènera nulle part. Il leva les yeux vers elle, les pupilles sombres. Vous ne comprenez pas. Il m'a pris tout ce que j'aimais. Mon frère, ma femme, ma paix. Un long silence suivit. Le vent se calma, et le parfum de jasmin revint, discret, presque réconfortant. Gabriel baissa la tête. Je dois le retrouver, dit-il. S'il est encore en vie, il doit me dire pourquoi. Mireille posa doucement une main sur son bras. Et s'il est mort? Alors je veux au moins savoir où il repose. Il serra le pendentif si fort que ses jointures blanchirent. Puis il leva les yeux vers la maison. Venez. Il doit rester des dossiers, des lettres, quelque chose qu'elle aurait gardé. Ils rentrèrent. L'atmosphère du manoir semblait différente maintenant. Chaque pas résonnait dans un silence lourd, presque religieux. Léa restait près de Mireille, ses petits doigts agrippant son manteau. Gabriel ouvrit la porte du bureau d'Élodie. La pièce sentait la cire et la poussière. Sur le bureau, un coffret de bois sculpté portait les initiales D. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un carnet, relié de cuir, avec une écriture fine et élégante. Il lut à voix haute. 13 juin. Adrien est revenu. Il m'a dit qu'il voulait demander pardon à Gabriel. Mais je vois dans ses yeux la même fièvre qu'avant. Il ne cherche pas la paix, il cherche la revanche. Si je pouvais effacer ce que j'ai fait, si je pouvais dire la vérité sans tout briser. Gabriel s'interrompit, la gorge serrée. Il tourna la page. 14 juin. Adrien m'a menacé. Il m'a dit que si je ne disais pas tout à Gabriel, il le ferait lui-même. Il sait que Léa est de lui. Il veut l'emmener. J'ai peur. Si quelque chose m'arrive, ce sera à cause de lui. Un frisson parcourut Mireille. À cause de lui? Vous pensez que...
Gabriel leva brusquement la tête. Qu'il l'a tué. La pièce sembla se refermer autour d'eux. L'air devint plus lourd. La flamme d'une bougie vacilla, puis s'éteignit d'un souffle invisible. C'est pour ça qu'elle est morte, murmura Mireille. Ce n'était pas un accident? Gabriel ferma le carnet avec violence. Je dois savoir la vérité. Comment? Demanda Mireille. J'ai un contact à la police. L'enquête avait été classée comme chute accidentelle, mais si Adrien est impliqué, il doit rester des traces. Mireille serra les mains de Léa. Et si vous trouvez la preuve qu'il l'a tué? Gabriel la regarda droit dans les yeux. Alors je ferai ce que la justice n'a pas fait. Mais au moment où il dit ces mots, un bruit sec retentit dans le couloir. Un claquement de porte. Ils se figèrent. Léa, reste ici, dit Mireille, la voix tendue. Gabriel prit un chandelier et s'avança. Le couloir était plongé dans la pénombre. Une ombre venait de passer, rapide, furtive. Il accéléra le pas. La silhouette disparut au coin du couloir. Qui est là? Cria-t-il. Aucune réponse. Seulement le bruit du vent à travers les vitres. Puis, soudain, une voix rauque s'éleva de l'obscurité. Tu cherches des fantômes, Gabriel? Les vivants devraient déjà te suffire. Gabriel se figea. Adrien? Une silhouette apparut à la lueur du chandelier. Un homme, le visage creusé, les yeux durs, mais étrangement familiers. C'est donc vrai, murmura Gabriel. Tu es vivant. Adrien sourit, un sourire sans joie. Vivant? Non. Pas vraiment. Pas depuis qu'elle est morte. Mireille apparut derrière lui, haletante. C'est vous qui l'ai tuée. Coupa Adrien. Non. Je voulais la sauver. Mais elle est tombée avant que je puisse la retenir. Gabriel serra les dents. Tu mens. Crois ce que tu veux, répondit Adrien d'une voix calme. Mais tu devrais lire la fin de son carnet avant de juger. Il jeta un petit papier plié sur la table. Gabriel le déplia. L'écriture d'Élodie. Tremblée, désespérée. Gabriel, si tu lis ceci, sache que j'ai voulu te dire la vérité. Adrien n'est pas coupable. Il a voulu m'aider à m'enfuir. Mais j'ai glissé. C'est moi qui suis tombé. Ne le hais pas. Ne répète pas mes fautes. Gabriel chancela. Sa main trembla, lâchant le papier. Non, non, c'est impossible. Adrien fit un pas vers lui. Elle m'a demandé de veiller sur toi. Mais tu n'étais pas prêt. Un éclair traversa le ciel, illuminant la pièce. Mireille, les larmes aux yeux, murmura. Alors, toute cette haine, toutes ces années, pour rien. Gabriel se couvrit le visage de ses mains. Pour rien? Adrien s'approcha lentement de Léa. Il s'accroupit à sa hauteur. Bonjour, petite. Elle le regarda, curieuse, sans peur. Vous êtes mon papa? Adrien hésita. Son regard alla de Mireille à Gabriel, puis revint vers l'enfant. Non, dit-il doucement. Ton papa, c'est celui qui t'aime assez pour te protéger de la vérité. Il se releva, et regarda son frère. Je vais partir. Laisse le passé reposer, Gabriel. C'est tout ce qu'elle voulait. Mais alors qu'il tournait les talons, un bruit sourd retentit. Une porte, à l'étage, venait de claquer toute seule. Puis, une voix, douce, claire, irréelle, traversa la maison. Personne ne partira, tant que la vérité ne sera pas entière. Tous trois levèrent les yeux. Au sommet de l'escalier, une silhouette translucide apparut. Élodie. Son visage n'exprimait ni colère, ni paix. Seulement une tristesse infinie. Et dans sa main, elle tenait une clé. Le silence tomba sur la maison. Un silence dense, presque vivant. La silhouette d'Élodie se tenait au sommet de l'escalier, baignée d'une lueur blafarde. La clé qu'elle tenait semblait luire d'une lumière intérieure. Gabriel fit un pas en avant, la gorge serrée. Élodie, qu'est-ce que tu veux de nous? Sa voix tremblait, entre l'amour et la peur. L'apparition inclina lentement la tête. Que la vérité soit dite, Gabriel. Toute la vérité. Pas seulement la mienne, la tienne aussi. Il resta figé. La mienne? Elle descendit lentement les marches, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. La température baissait à mesure qu'elle approchait. Mireille recula, serrant Léa contre elle. Élodie s'arrêta devant Gabriel. Ses yeux n'étaient plus de ce monde, mais leur douceur restait intacte. Tu m'as accusé d'avoir brisé ta vie, murmura-t-elle. Mais c'est toi, Gabriel, qui m'as caché le premier secret. Il secoua la tête, bouleversé. Non, non, ce n'est pas vrai. Si, Gabriel. Tu savais pour Adrien. Tu savais depuis le début. Un souffle glacé parcourut la pièce. Adrien leva brusquement les yeux. Quoi? Élodie tourna son regard vers lui. Ton frère savait. Il avait trouvé nos lettres. Il n'a rien dit, il a préféré me garder, par peur de te perdre. Gabriel blêmit. Je voulais te protéger, dit-il d'une voix brisée. J'avais peur de te voir partir avec lui. J'ai cru que le temps effacerait tout.
Adrien le fixa, tremblant de rage. Tu as détruit 3 vies pour ton orgueil. Et toi? Répliqua Gabriel, la voix rauque. Tu as profité de ma femme. Ta femme n'était plus heureuse avec toi. Cria Adrien. Tu l'avais enfermée dans ton monde de glace. Le ton monta, brutal, jusqu'à ce qu'un cri l'efface taire, Léa. Arrêtez. L'enfant tremblait, les larmes aux yeux. Vous êtes tous tristes, tous les deux. Mais maman Élodie, elle veut juste que vous soyez gentils. Le silence retomba. La lumière d'Élodie sembla vaciller. Elle s'agenouilla devant Léa, un sourire fragile aux lèvres. Tu es la seule à avoir compris, ma chérie. Le pardon est la seule clé. Elle tendit la clé brillante à la fillette. Ouvre la boîte du bureau, celle qui est restée fermée. Là où se trouve ma dernière lettre. Gabriel et Adrien se regardèrent, sans oser parler. Mireille guida doucement Léa jusqu'au bureau. La fillette inséra la clé dans le petit coffret en bois. Un déclic se fit entendre. À l'intérieur, une enveloppe, cachetée d'un seau de cire. Mireille la prit et lut à haute voix. À Gabriel et Adrien. Vous m'avez toutes deux aimé d'une manière différente. Gabriel, tu m'as donné la sécurité. Adrien, tu m'as offert la liberté. J'ai voulu choisir entre vous, et c'est ce choix qui m'a perdu. Si je pouvais recommencer, je vous aimerais autrement, sans mensonge, sans peur. Léa n'est pas le fruit de la faute, mais celui du pardon. Elle porte vos 2 visages, vos 2 cœurs. Ne cherchez pas qui est son père. Soyez simplement 2 hommes capables de l'aimer comme si elle était votre salut. La voix de Mireille s'étrangla. Personne ne parla pendant de longues secondes. Puis Gabriel s'avança. Ses épaules s'affaissèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Il tendit la main à son frère. Adrien, je suis fatigué de haïr. Elle avait raison. On a perdu assez de temps. Adrien resta immobile. Son regard glissa vers Léa, puis vers le portrait d'Élodie accroché au mur. Enfin, il serra la main de Gabriel. Un souffle chaud traversa la pièce. La lumière d'Élodie s'illumina une dernière fois, douce, dorée. C'est bien, murmura-t-elle. Maintenant, je peux partir. Mireille s'approcha d'elle, les larmes aux joues. Tu peux enfin reposer en paix. Élodie la regarda avec gratitude. Merci, Mireille. Tu as tenu ta promesse. Tu as élevé ma fille avec amour. Elle effleura la joue de Léa du bout des doigts. Sois heureuse, mon ange. Et souviens-toi toujours, l'amour n'a pas besoin de sang pour être vrai. La silhouette d'Élodie se dissipa peu à peu, se fondant dans une pluie de lumière. Le parfum de jasmin remplit la pièce une dernière fois, avant de s'éteindre comme une note trop douce. Gabriel resta longtemps immobile, regardant l'endroit où elle avait disparu. Adrien posa une main sur son épaule. Mireille serra Léa contre elle. Puis, lentement, Gabriel parla. Cette maison n'est plus qu'un tombeau. Il est temps d'en faire un foyer. Pour elle. Pour nous. Adrien hocha la tête. Mireille pleurait en silence. Le lendemain, les roses du jardin refleurirent. Même la rose blanche, celle sous laquelle reposait le coffret, s'ouvrit à la lumière du matin. Et lorsque le vent souffla doucement sur les pétales, il sembla porter une voix lointaine. Je ne suis pas parti. Je suis là, dans chaque seconde où vous choisissez d'aimer au lieu de juger. Léa leva les yeux vers le ciel. Un rayon de soleil perça les nuages, venant se poser sur la tombe d'Élodie. Elle sourit. Au revoir, maman Élodie. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison Dufresne connut la paix. La vraie.